On va terminer avec cette trottinette, trouver elle aussi à la déchetterie, contrôler son état et éventuellement voir si on peut la réparer. On va vite s'apercevoir qu'elle est plus ancienne et plus bas de gamme que celle qu'on a eue dernièrement à redémarrer. Premier test, elle ne fonctionne pas, mais ça on s'en doutait un peu. Pour le démontage, c'est facile, 6 vis à enlever sur la plaque supérieure. Et là, on voit apparaître les deux batteries au plomb de 12 volts, 4,5 ampères, elles sont montées en série. C'est la première différence avec des appareils plus récents montés généralement avec des packs de batteries lithium-ion comme celui-ci. Pour en revenir à nos batteries au plomb, je n'ai pas le chargeur d'origine. Mais pour l'instant, le tout est de savoir si elles sont encore en bon état ou pas. En appuyant sur la languette avec un petit tournevis, on peut sortir la cosse Faston. Je vais les mettre en charge une par une, car après vérification, la tension n'est pas correcte. Puisqu'elles sont en série, on devrait avoir 24 volts au total. C'est la tension qui est doublée et pas la capacité totale. Si elles étaient montées en parallèle, on aurait seulement 12 volts, mais une capacité doublée de 9 ampères. Après avoir chargé chacune d'elles plusieurs heures, on va les contrôler. Mais attention à la fois avec un multimètre et un récepteur. Pour ce dernier, j'utilise une ampoule de phare de voiture. C'est du 12 volts et la puissance est suffisante. Pour la première, c'est quasiment ok, la chute de tension est limitée. Mais pour la seconde, malheureusement, c'est pas le cas, il faudra la remplacer. Et puis ça veut dire, tant qu'à faire, changer les deux. Pour poursuivre le test et compenser cette perte de capacité, je vais mettre mon chargeur en support de ma batterie vieillissante. Cette fois-ci, on a quasiment 25 volts, mais malgré tout, ça ne marche toujours pas. On va tester les deux premiers contacts. D'abord celui du poussoir de mise en route et ensuite celui du frein. C'est la seconde différence. On a deux contacts secs et pas des signaux analogiques donnés par des capteurs à effet Hall. C'est peut-être le cas sur la tienne. Entre deux des trois fils, on a une tension qui varie entre 0 et 5 volts au fur et à mesure qu'on appuie sur le frein ou bien sur l'accélérateur. Dans notre cas, ça passe ou ça passe pas. Pour le poussoir, quand on appuie, c'est ok. Mais pour le contact du frein, ça passe jamais. À l'état de repos, ça devrait être passant, et quand on freine, ça devrait couper le circuit. Et oui, on a ici aussi un petit switch. On voit mieux ici comment il s'actionne lorsqu'on appuie sur la poignée de frein. En tout cas, c'est sûr, il est défectueux. La dernière différence, c'est au niveau du moteur. Ici, c'est un moteur courant continu, 24 volts DC, 120 watts. Par l'intermédiaire d'une courroie crantée, il entraîne la roue. On a seulement deux fils d'alimentation, un plus et un moins. Sur des plus récentes en plus haut de gamme, on a des moteurs brushless. Donc, 3 fils de puissance, plus en général de nombreux petits fils reliés à un capteur à effet Hall. C'est lui qui renverra à la carte de gestion le signal de contrôle de rotation. Sur notre appareil, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux. Le contrôleur est un tout petit module, il centralise tout de même tous les éléments électriques, et en le retournant, on aperçoit le relais de puissance. C'est lui qui est censé faire la commutation pour l'alimentation du moteur. On va terminer en testant le petit disjoncteur qui se trouve ici. Et malheureusement, lui aussi a rendu l'âme. On a beau essayer de le réarmer, le contact reste ouvert. Et tu sais quoi, on allait presque oublier le contrôleur. S'il fonctionne, en shuntant tous ces éléments, on devrait voir la roue tourner. Ben, c'est raté. Un élément de plus qu'il faudrait remplacer, en plus des batteries, du switch de frein et du disjoncteur. Et c'est vraiment dommage car le moteur, lui, il tourne bien.